Bienvenue sur Science apaisante, cet espace où la connaissance se déploie lentement, comme une respiration profonde de l'esprit. Ce soir, nous allons explorer ensemble l'une des questions les plus fascinantes et les plus intimes qui soient. Comment notre cerveau peut-il se libérer de ses propres contraintes? Comment peut-il dépasser les limites qu'il s'impose parfois à lui-même? Et surtout, comment cette libération s'inscrit-elle dans la biologie même de notre pensée? Cette exploration ne cherche pas à transformer ou à réparer quoi que ce soit en vous, mais simplement à comprendre, avec douceur et précision, les mécanismes extraordinaires qui permettent à notre esprit de s'épanouir, de créer, de ressentir et de se renouveler sans cesse. Imaginez un instant ce cerveau que vous portez en vous, cette masse d'environ 1,5 kg, composée de quelques 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres par des synapses innombrables, formant ainsi un réseau d'une complexité qui dépasse tout ce que l'humanité a jamais construit. Ce réseau fonctionne jour et nuit, orchestrant chaque battement de votre cœur, chaque inspiration, chaque pensée fugace, chaque émotion subtile. Et pourtant, malgré cette puissance extraordinaire, il arrive que nous ressentions des limites, des blocages, des moments où notre esprit semble tourner en rond, prisonnier de schémas répétitifs, d'anxiété tenace ou de pensées qui reviennent sans cesse comme des vagues sur un rivage. La libération du cerveau, c'est précisément cette capacité à comprendre comment ces schémas se forment, comment ils se maintiennent, et surtout comment ils peuvent se transformer naturellement, par les processus mêmes que la nature a inscrits dans nos neurones depuis des millions d'années. Pour commencer ce voyage, il faut d'abord comprendre que le cerveau n'est pas un ordinateur figé, programmé une fois pour toutes. Il est au contraire un organe vivant, en perpétuelle transformation, doté de cette propriété remarquable que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité. Ce terme, qui peut sembler technique, désigne en réalité quelque chose de profondément poétique. La capacité du cerveau à remodeler ses propres circuits, à créer de nouvelles connexions, à renforcer certains chemins neuronaux et à en laisser d'autres s'estomper progressivement. Cette plasticité n'est pas un phénomène marginal ou exceptionnel. Elle constitue le principe même de notre existence mentale. Chaque fois que vous apprenez quelque chose de nouveau, chaque fois que vous vivez une expérience marquante, chaque fois même que vous dormez, votre cerveau se réorganise subtilement, tissant de nouvelles toiles neuronales, consolidant certaines mémoires, effaçant doucement d'autres informations devenues moins pertinentes. Les recherches menées au cours des dernières décennies ont révélé que cette plasticité cérébrale persiste bien au-delà de l'enfance, contrairement à ce que l'on croyait autrefois. Même à l'âge adulte, même dans les périodes les plus avancées de la vie, le cerveau conserve cette capacité remarquable à se transformer. Des études ont montré que lorsqu'une personne apprend à jouer d'un instrument de musique, les régions de son cerveau dédiées au contrôle moteur des doigts s'épaississent, littéralement, développant davantage de connexions synaptiques. De même, les chauffeurs de taxi londoniens, qui doivent mémoriser un réseau urbain d'une complexité inouïe, présentent un hippocampe plus développé que la moyenne, cette structure cérébrale étant essentielle à la navigation spatiale et à la mémoire. Ces transformations ne sont pas métaphoriques, elles sont anatomiques, mesurables, réelles. Elles nous enseignent que notre cerveau est comme une forêt vivante, où de nouveaux sentiers peuvent toujours être tracés, où la végétation peut se densifier ou s'éclaircir selon les chemins que nous empruntons le plus souvent. Cette plasticité est la première clé de la libération du cerveau,
car elle signifie que rien n'est définitivement fixé dans notre façon de penser, de ressentir ou de réagir au monde. Les schémas mentaux, qui nous semblent parfois si rigides, si immuables, ne sont en réalité que des configurations temporaires, des habitudes neuronales qui se sont installées au fil du temps et de la répétition. Et comme toute habitude, ils peuvent être délicatement remodelés, non pas par un effort de volonté brutal, mais par une pratique patiente, par l'exposition répétée à de nouvelles expériences, par la création progressive de nouveaux chemins dans la forêt neuronale. Cette compréhension est en elle-même apaisante, car elle nous libère de l'idée que nous sommes prisonniers d'une nature immuable, d'un caractère gravé dans le marbre. Nous sommes au contraire des êtres en perpétuel devenir, dont le cerveau se transforme à chaque instant, en fonction de ce que nous vivons, de ce que nous pratiquons, de ce à quoi nous accordons notre attention. Mais pour comprendre véritablement comment libérer le cerveau, il faut aussi explorer les mécanismes qui, parfois, semblent le contraindre. L'un des plus puissants est ce que l'on pourrait appeler le réseau du mode par défaut, cette constellation de régions cérébrales qui s'active lorsque notre esprit n'est concentré sur aucune tâche particulière, lorsqu'il vagabonde librement, lorsqu'il rumine, anticipe ou se perd dans ses propres pensées. Ce réseau, identifié par les neuroscientifiques au début des années 2000, est fascinant car il révèle que notre cerveau ne se repose jamais vraiment. Même lorsque nous croyons ne rien faire, même lorsque nous fixons le vide du regard, notre esprit travaille intensément, parcourant le passé, imaginant l'avenir, construisant des scénarios, revisitant des souvenirs, tissant constamment le fil de notre identité narrative. Ce réseau du mode par défaut joue un rôle crucial dans notre capacité à nous projeter dans le temps, à comprendre les intentions d'autrui, à construire le sens de qui nous sommes. Mais il peut aussi devenir une source de souffrance lorsqu'il s'emballe, lorsqu'il se met à tourner en boucle sur des pensées négatives, sur des inquiétudes chroniques, sur des ruminations qui semblent ne mener nulle part. Dans ces moments-là, le cerveau devient un peu comme un moteur qui tourne à vide, consommant beaucoup d'énergie sans produire de mouvement constructif. Les personnes souffrant de dépression ou d'anxiété présentent souvent une hyperactivité de ce réseau, comme si leur esprit était constamment aspiré vers l'intérieur, incapable de se libérer du flux incessant des pensées autocentrées. La libération, dans ce contexte, consiste à pouvoir moduler l'activité de ce réseau, à pouvoir sortir de ces boucles mentales lorsqu'elles deviennent envahissantes. Et c'est là que les recherches sur la méditation et la pleine conscience deviennent particulièrement éclairantes. Pendant des millénaires, différentes traditions contemplatives ont développé des pratiques visant précisément à transformer la relation que nous entretenons avec nos propres pensées. Ces pratiques, longtemps considérées comme purement spirituelles ou philosophiques, ont commencé à être étudiées scientifiquement à partir des années 90, révélant des effets mesurables sur la structure et le fonctionnement du cerveau. Lorsqu'une personne pratique régulièrement la méditation de pleine conscience, qui consiste simplement à porter attention au moment présent avec curiosité et sans jugement, son cerveau se transforme de manière observable. Les études d'imagerie cérébrale montrent que la pratique régulière est associée à une diminution de l'activité du réseau du mode par défaut, particulièrement dans une région appelée le cortex cingulaire postérieur, qui semble jouer un rôle central dans la rumination mentale. En même temps, on observe un renforcement des connexions entre les régions impliquées dans l'attention et le contrôle exécutif, comme si le cerveau développait progressivement
une capacité accrue à diriger volontairement son propre focus, à choisir où poser son attention plutôt que d'être passivement emporté par le flux des pensées. Plus fascinant encore, la méditation semble modifier la structure même du cerveau. Des recherches ont montré que les méditants expérimentés présentent une densité accrue de matière grise dans plusieurs régions cérébrales, notamment dans l'hippocampe, impliqué dans la mémoire et la régulation émotionnelle, et dans les cortex insulaires et somatosensoriels, qui sont essentiels à la conscience interoceptive, c'est-à-dire à la perception de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Cette transformation anatomique ne se produit pas du jour au lendemain. Elle résulte d'une pratique régulière, souvent sur plusieurs mois ou années. Mais elle illustre magnifiquement le principe de neuroplasticité, en entraînant notre esprit à observer nos pensées avec détachement, à revenir encore et encore à l'expérience directe du moment présent. Nous façonnons littéralement notre cerveau. Nous créons de nouveaux circuits neuronaux qui nous permettent de nous libérer progressivement de l'emprise des schémas mentaux automatiques. Il est important de préciser que cette libération n'a rien d'une évasion ou d'un déni de la réalité. Il ne s'agit pas de supprimer les pensées, de faire taire les émotions ou d'atteindre un état de vide mental permanent. La libération dont nous parlons est plutôt celle de la conscience face à ses propres contenus. C'est la capacité à observer une pensée sans être immédiatement identifié à elle, à ressentir une émotion sans être submergé par elle, à reconnaître un schéma mental habituel sans être obligé de le suivre jusqu'au bout. Cette forme de liberté intérieure repose sur un mécanisme cérébral que les neuroscientifiques appellent la métacognition, c'est-à-dire la capacité à penser sur nos propres pensées, à observer notre esprit en train de fonctionner. La métacognition fait intervenir des régions spécifiques du cerveau, notamment le cortex préfrontal, cette zone située juste derrière notre front, qui s'est considérablement développée au cours de l'évolution humaine et qui nous permet de planifier, de réfléchir de manière abstraite, de réguler nos impulsions et de maintenir plusieurs idées simultanément en mémoire de travail. C'est aussi le cortex préfrontal qui nous permet de prendre du recul par rapport à nos propres états mentaux, de reconnaître par exemple qu'une pensée anxieuse n'est qu'une pensée, pas nécessairement un reflet fidèle de la réalité. Cette capacité de distanciation cognitive est fondamentale dans de nombreuses approches thérapeutiques modernes, notamment dans les thérapies cognitivo-comportementales et dans les approches dites de troisième vague, qui intègrent explicitement des pratiques de pleine conscience. En développant cette capacité métacognitive, nous créons dans notre cerveau un espace de liberté, un intervalle subtil entre le stimulus et la réponse, entre l'apparition d'une pensée et notre réaction à cette pensée. Cet intervalle peut sembler infime, à peine perceptible, mais c'est dans cet espace que réside la possibilité du choix, la possibilité de ne pas réagir automatiquement selon nos conditionnements habituels. Imaginez que votre esprit soit comme un grand théâtre où défilent constamment des pensées, des émotions, des sensations. La plupart du temps, nous sommes tellement absorbés par le spectacle que nous oublions que nous sommes aussi le spectateur, assis confortablement dans son fauteuil, capable d'observer le déroulement de la pièce sans être obligé de monter sur scène à chaque instant. La métacognition, c'est cette conscience d'être le spectateur, cette capacité à maintenir une perspective plus large sur notre propre expérience intérieure. Mais la libération du cerveau ne passe pas seulement par la méditation ou par le développement de la métacognition.
Elle implique aussi de comprendre et de transformer notre relation aux émotions, ces états psychophysiologiques complexes qui colorent notre expérience du monde et qui ont une influence profonde sur notre façon de penser et d'agir. Pendant longtemps, les émotions ont été considérées comme des forces irrationnelles, des perturbations qu'il fallait maîtriser ou réprimer pour laisser place à la raison. Mais les neurosciences affectives ont révélé une image beaucoup plus nuancée, montrant que les émotions sont en réalité des systèmes sophistiqués d'évaluation et de réponse qui se sont développés au cours de millions d'années d'évolution pour nous aider à naviguer dans un environnement complexe et souvent imprévisible. Chaque émotion correspond à un ensemble de modifications dans le cerveau et dans le corps. Lorsque vous ressentez de la peur, par exemple, une petite structure en forme d'amande située dans les profondeurs de votre cerveau, l'amygdale, s'active rapidement. Cette activation déclenche une cascade de réponses. Votre cœur s'accélère, votre respiration devient plus superficielle, vos muscles se tendent, votre attention se concentre sur la source potentielle de danger. Et tout cela en quelques fractions de secondes, bien avant que votre cortex préfrontal ait eu le temps d'analyser rationnellement la situation. Cette rapidité est précieuse dans un contexte de menace réelle et immédiate. Elle a permis à nos ancêtres de survivre face aux prédateurs et aux dangers de leur environnement. Mais dans le monde moderne, où les menaces sont rarement des prédateurs physiques et davantage des préoccupations sociales, professionnelles ou existentielles, ce système peut parfois s'activer de manière disproportionnée, générant des réactions de stress et d'anxiété qui ne sont plus adaptées au contexte. Libérer le cerveau. Dans cette perspective, c'est apprendre à réguler nos émotions de manière flexible et adaptative, sans les réprimer ni les amplifier inutilement. Et cette régulation émotionnelle fait précisément appel à la collaboration entre plusieurs régions cérébrales. L'amygdale détecte et génère la réponse émotionnelle initiale, tandis que le cortex préfrontal, notamment sa partie ventromédiane et dorsolatérale, peut moduler cette réponse, l'atténuer ou la contextualiser. Cette modulation ne se fait pas toujours consciemment, mais elle peut être cultivée et renforcée par différentes pratiques. Lorsque vous nommez une émotion que vous ressentez, lorsque vous vous dites intérieurement, par exemple, que vous êtes anxieux ou frustré, cette simple nomination active votre cortex préfrontal et diminue légèrement l'activation de votre amygdale. C'est ce que certains chercheurs appellent l'effet de nomination des émotions, un phénomène qui montre que mettre des mots sur nos états intérieurs crée déjà une forme de distance et de régulation. Au-delà de la nomination, la régulation émotionnelle peut aussi passer par ce qu'on appelle la réévaluation cognitive, qui consiste à reconsidérer la signification d'une situation émotionnelle. Si vous êtes coincé dans les embouteillages et que vous commencez à sentir l'irritation monter, vous pouvez choisir de voir cette situation non pas comme une perte de temps agaçante, mais comme une opportunité inattendue d'écouter de la musique, de réfléchir tranquillement ou simplement d'observer le monde autour de vous. Cette réévaluation n'est pas une forme de déni ou de pensée positive artificielle, c'est plutôt une reconnaissance du fait que la réalité objective d'une situation est souvent neutre et que c'est notre interprétation qui génère l'émotion. En modifiant notre interprétation, nous modifions l'émotion elle-même, et cette modification se reflète dans l'activité cérébrale, avec une diminution de l'activation de l'amygdale et une augmentation de l'activité des régions préfrontales impliquées dans le contrôle cognitif.
Cette capacité de régulation émotionnelle n'est pas innée de manière égale chez tous les individus. Elle se développe au cours de l'enfance et de l'adolescence, fortement influencée par les interactions avec les figures d'attachement et par les expériences vécues. Un enfant qui grandit dans un environnement sécurisant, où ses émotions sont reconnues et accueillies avec bienveillance, développe généralement une meilleure capacité à réguler ses propres états émotionnels à l'âge adulte. À l'inverse, un environnement marqué par la négligence, l'imprévisibilité ou la maltraitance peut perturber le développement des circuits de régulation émotionnelle, rendant la personne plus vulnérable au stress, à l'anxiété ou à la dépression. Mais là encore, la neuroplasticité offre une lueur d'espoir, car ces circuits peuvent être renforcés et réparés, même à l'âge adulte, par des expériences thérapeutiques appropriées, par des relations affectives sécurisantes ou par des pratiques délibérées de régulation émotionnelle. Un autre aspect fondamental de la libération du cerveau concerne notre relation à l'attention elle-même. Dans le monde contemporain, caractérisé par un flux incessant d'informations, de stimulation et de sollicitation, notre attention est devenue une ressource précieuse et constamment disputée. Les technologies numériques, les réseaux sociaux, les notifications permanentes sont conçues pour capter notre attention et la maintenir captive le plus longtemps possible. Et cette capture de l'attention n'est pas sans conséquences sur notre cerveau. Des recherches ont montré que l'exposition prolongée à des environnements numériques fragmentés et distrayants peut affecter notre capacité à maintenir une attention soutenue, à nous concentrer profondément sur une tâche complexe, à entrer dans ces états de flux où nous sommes complètement absorbés par ce que nous faisons. L'attention n'est pas une fonction cérébrale unique, mais plutôt un ensemble de processus distincts qui font intervenir différents réseaux neuronaux. On distingue généralement 3 grands types d'attention. L'attention sélective, qui nous permet de nous concentrer sur un stimulus particulier en filtrant les distractions, l'attention soutenue, qui nous permet de maintenir notre focus sur une tâche pendant une période prolongée, et l'attention exécutive, qui nous permet de passer flexiblement d'une tâche à une autre et de gérer plusieurs sources d'informations simultanément. Ces différents types d'attention font intervenir des régions cérébrales spécifiques, notamment le réseau fronto-pariétal pour l'attention exécutive et les régions du locus coeruleus pour la modulation de l'éveil et de l'attention soutenue. Libérer notre cerveau, dans le contexte attentionnel, signifie retrouver une souveraineté sur notre propre attention, reprendre le contrôle sur ce à quoi nous accordons notre focus, plutôt que de le laisser être constamment capturé par des stimuli externes. Cette reconquête de l'attention passe par plusieurs chemins. Le premier est simplement la prise de conscience de la façon dont notre attention fonctionne et de la façon dont elle est manipulée. Comprendre que notre cerveau a évolué pour être attiré par la nouveauté, par le mouvement, par les stimuli potentiellement signifiants, nous aide à comprendre pourquoi il est si difficile de résister à la tentation de vérifier nos messages ou de consulter nos fils d'actualité. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est simplement le fonctionnement naturel de nos circuits attentionnels, qui ont été façonnés par des millions d'années d'évolution dans un environnement bien différent du nôtre. Le deuxième chemin est la pratique délibérée de la concentration. Tout comme un muscle peut être entraîné et renforcé par l'exercice répété, notre capacité attentionnelle peut être cultivée par des pratiques régulières. La méditation de concentration, par exemple, où l'on maintient son attention sur un objet unique comme la respiration,
est précisément un entraînement de cette capacité à maintenir et à ramener volontairement son focus. Les neuroscientifiques ont observé que les méditants expérimentés présentent une activité accrue dans les régions cérébrales impliquées dans le contrôle attentionnel et une plus grande capacité à détecter et à corriger les moments où leur esprit vagabonde. Cette capacité ne se développe pas instantanément. Elle requiert de la patience et de la répétition, mais elle illustre magnifiquement le principe selon lequel nous pouvons façonner nos propres capacités cognitives par la pratique. Le troisième chemin est la création intentionnelle d'environnements qui soutiennent plutôt qu'ils ne compromettent notre attention. Cela peut signifier des choix simples mais puissants, comme désactiver les notifications non essentielles, créer des moments dans la journée où l'on se déconnecte complètement des écrans, aménager des espaces physiques propices à la concentration ou simplement accorder une valeur consciente aux moments d'attention profonde. Ces choix ne relèvent pas de l'ascétisme ou du rejet de la technologie, mais plutôt d'une sagesse pratique qui reconnaît que notre cerveau, aussi remarquable soit-il, a des limites et des besoins spécifiques pour fonctionner de manière optimale. La question du sommeil est également centrale dans toute réflexion sur la libération du cerveau. Le sommeil n'est pas simplement un état passif de repos, c'est un processus actif et hautement organisé pendant lequel le cerveau accomplit des fonctions essentielles qu'il ne peut pas accomplir pendant l'éveil. L'une des plus importantes est la consolidation de la mémoire. Pendant que nous dormons, notre cerveau rejoue les expériences de la journée, transfère progressivement les informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme et opère une sorte de tri en renforçant les souvenirs significatifs et en effaçant les informations moins pertinentes. Ce processus fait intervenir un dialogue complexe entre l'hippocampe, qui a encodé les expériences de la journée, et le cortex cérébral, où se forment les traces mnésiques durables. Au-delà du sommeil, d'autres facteurs du mode de vie ont une influence profonde sur la santé et le fonctionnement du cerveau. L'exercice physique, par exemple, n'est pas seulement bénéfique pour le corps, il l'est tout autant pour l'esprit. Lorsque nous pratiquons une activité physique régulière, notre cerveau produit davantage d'un facteur de croissance appelé BDNF, qui favorise la neurogenèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones, notamment dans l'hippocampe. L'exercice améliore aussi la circulation sanguine cérébrale, augmentant l'apport en oxygène et en nutriments essentiels, et il semble avoir des effets protecteurs contre le déclin cognitif lié à l'âge. De plus, l'activité physique régulière est associée à une réduction du stress, de l'anxiété et de la dépression, en partie grâce à la libération d'endorphines et d'autres neurotransmetteurs qui favorisent le bien-être. L'alimentation joue également un rôle qui ne doit pas être sous-estimé. Le cerveau, bien qu'il ne représente qu'environ 2% de la masse corporelle, consomme près de 20% de notre énergie totale. Il a besoin d'un apport constant en glucose pour fonctionner, mais aussi d'acides gras essentiels, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants. Certains nutriments sont particulièrement importants pour la santé cérébrale, comme les acides gras oméga 3, abondants dans les poissons gras, qui sont des composants structuraux essentiels des membranes neuronales et qui semblent avoir des effets protecteurs contre l'inflammation et le déclin cognitif. Les vitamines du groupe B, le magnésium, le zinc, sont également cruciaux pour de nombreuses fonctions cérébrales, de la synthèse des neurotransmetteurs à la protection contre le stress oxydatif. Mais la libération du cerveau ne se limite pas à ces aspects biologiques, aussi importants soient-ils.
elle implique aussi une dimension profondément sociale et relationnelle. Les êtres humains sont des créatures fondamentalement sociales. Notre cerveau a évolué dans et pour le contexte social. Nos relations avec autrui, la qualité de nos liens d'attachement, notre sentiment d'appartenance à une communauté, tout cela a une influence directe sur notre bien-être mental et sur le fonctionnement de notre cerveau. Les recherches ont montré que l'isolement social chronique est associé à une augmentation du stress, de l'inflammation et à un risque accru de déclin cognitif et de troubles mentaux. À l'inverse, des relations sociales riches et soutenantes constituent un facteur protecteur puissant pour la santé mentale et physique. Cette dimension sociale de la libération du cerveau est particulièrement visible dans les effets de la compassion et de l'altruisme. Lorsque nous nous engageons dans des actions bienveillantes envers autrui, lorsque nous cultivons des sentiments de compassion et d'empathie, nous activons des circuits neuronaux spécifiques qui semblent être naturellement gratifiants. Des études d'imagerie cérébrale ont montré que les actes de générosité activent le système de récompense du cerveau, les mêmes régions qui s'activent lorsque nous recevons nous-mêmes quelque chose d'agréable. Cette découverte suggère que nous sommes, à un niveau neurobiologique profond, câblés pour la connexion sociale et pour la bienveillance, et que cultiver ces qualités n'est pas seulement moralement souhaitable, mais aussi profondément satisfaisant pour notre propre cerveau. La pratique de la méditation de compassion, où l'on cultive délibérément des sentiments de bienveillance envers soi-même et envers autrui, a fait l'objet de nombreuses recherches scientifiques. Ces études ont révélé que cette pratique est associée à des modifications dans plusieurs régions cérébrales, notamment une augmentation de l'activité dans l'insula antérieure, impliquée dans l'empathie et la conscience émotionnelle, et dans le cortex cingulaire antérieur, qui joue un rôle dans la régulation émotionnelle et dans la détection des conflits cognitifs. Les méditants de compassion expérimentés semblent développer une plus grande capacité à rester ouverts à la souffrance d'autrui, sans être submergés par elle. Une qualité précieuse qui permet d'aider efficacement sans s'épuiser émotionnellement. Cette capacité à maintenir une ouverture compatissante face à la souffrance, qu'elle soit la nôtre ou celle d'autrui, est intimement liée à ce que l'on pourrait appeler la liberté face à l'aversion. L'aversion, cette tendance naturelle à vouloir éviter ou repousser les expériences désagréables, est l'une des forces les plus puissantes qui gouvernent notre comportement. Elle a une fonction évidente de protection, nous éloignant des dangers potentiels, mais elle peut aussi devenir une source de souffrance lorsqu'elle se généralise et nous fait fuir des aspects inévitables de l'existence humaine. L'aversion à l'inconfort physique, à la douleur émotionnelle, à l'incertitude, à l'impermanence, peut nous enfermer dans des stratégies d'évitement qui, paradoxalement, amplifient souvent la souffrance qu'elles cherchent à éviter. Libérer le cerveau de l'emprise de l'aversion ne signifie pas rechercher la souffrance ou cesser de se protéger des dangers réels, mais plutôt développer une capacité à rester présent face aux expériences difficiles, à les accueillir avec une certaine ouverture plutôt que de se contracter automatiquement contre elles. Cette capacité fait appel à un ensemble de régions cérébrales impliquées dans la régulation émotionnelle et dans l'acceptation. Les recherches sur les thérapies basées sur l'acceptation, comme la thérapie d'acceptation et d'engagement, montrent que cette posture d'ouverture face aux expériences intérieures difficiles est associée à une réduction significative de la souffrance psychologique, non pas parce que les expériences difficiles disparaissent,
mais parce que notre relation à ces expériences se transforme. Le cerveau humain possède cette capacité remarquable de voyager mentalement dans le temps, de se projeter dans le futur et de revisiter le passé. Cette capacité, appelée voyage mental dans le temps, est fondamentale à notre identité, à notre capacité de planifier, d'apprendre de nos expériences et d'imaginer des possibilités futures. Elle fait intervenir un réseau de régions cérébrales, incluant l'hippocampe, le cortex préfrontal médian et le précuneus. Mais cette même capacité qui nous permet tant de créativité et d'anticipation peut aussi devenir une source de tourment lorsque nous nous perdons dans les regrets du passé ou dans les inquiétudes pour l'avenir, négligeant l'expérience directe du moment présent. La libération, dans cette dimension temporelle, consiste à développer une relation plus équilibrée au temps, à pouvoir naviguer fluidement entre le passé, le présent et le futur selon ce qui est approprié, plutôt que d'être constamment aspiré vers l'un ou l'autre. La pratique de la pleine conscience, encore une fois, joue ici un rôle central, car elle nous entraîne à ancrer notre attention dans l'expérience présente, dans les sensations du corps, dans les perceptions sensorielles, dans la respiration qui se déploie ici et maintenant. Cet ancrage dans le présent ne nous empêche pas de planifier ou de nous souvenir lorsque c'est nécessaire, mais il nous libère de la tendance à vivre constamment ailleurs que là où nous sommes réellement. Il est fascinant de constater que cette présence au moment présent est corrélée avec des niveaux plus élevés de bien-être subjectif. Des études ont montré que notre esprit vagabonde environ la moitié du temps que nous sommes éveillés, et que ces moments de vagabondage mental sont généralement associés à des niveaux de bonheur plus faibles que les moments où nous sommes pleinement engagés dans ce que nous faisons. Ce n'est pas tant le contenu de nos pensées vagabondes qui détermine notre niveau de bonheur, mais simplement le fait de vagabonder lui-même. Même lorsque nous pensons à quelque chose d'agréable, nous sommes en moyenne moins heureux que lorsque nous sommes complètement présents à notre expérience actuelle, aussi ordinaire soit-elle. Cette découverte suggère que la libération du cerveau passe aussi par une redécouverte de la richesse de l'expérience ordinaire, de la vie telle qu'elle se déroule, instant après instant. Dans un monde qui valorise constamment l'exceptionnel, le spectaculaire, l'extraordinaire, nous pouvons perdre de vue la profondeur et la beauté qui résident dans les choses simples. Le goût d'un verre d'eau, la sensation du soleil sur la peau, le son d'une voix aimée, la vue du ciel qui change. Le cerveau possède une capacité extraordinaire à s'habituer aux stimuli répétés, un phénomène appelé habituation, qui fait que nous cessons progressivement de remarquer ce qui est constamment présent dans notre environnement. Cette habituation est utile, car elle nous permet de filtrer les informations non pertinentes et de concentrer nos ressources attentionnelles sur les changements et les nouveautés. Mais elle peut aussi nous rendre aveugles à la richesse de notre expérience quotidienne. La pratique de la gratitude est une manière de contrer cette habituation, de raviver notre capacité à remarquer et à apprécier ce qui est déjà présent dans nos vies. Les recherches sur la gratitude ont montré que les personnes qui cultivent régulièrement ce sentiment, par exemple en tenant un journal de gratitude où elles notent chaque jour quelque chose pour lesquelles elles sont reconnaissantes, rapportent des niveaux plus élevés de bien-être, de satisfaction de vie et de résilience face aux difficultés. Cette pratique semble activer des régions cérébrales associées à la récompense et au bien-être, et elle peut progressivement transformer notre façon habituelle de percevoir notre vie, nous rendant plus sensibles aux aspects positifs de notre expérience quotidienne.
La créativité représente une autre facette importante de la libération du cerveau. La capacité à générer des idées nouvelles, à faire des connexions inattendues entre des concepts apparemment sans rapport, à imaginer des possibilités qui n'existent pas encore, tout cela témoigne de la flexibilité remarquable de notre esprit. La créativité n'est pas l'apanage de quelques génies exceptionnels. Elle est une capacité fondamentale du cerveau humain, présente à des degrés divers chez chacun de nous. Elle fait intervenir un dialogue complexe entre plusieurs réseaux neuronaux, notamment le réseau du mode par défaut, qui génère les associations libres et les pensées spontanées, et le réseau exécutif, qui évalue et sélectionne les idées prometteuses. Les recherches sur la créativité ont révélé que certains états mentaux sont particulièrement propices à l'émergence d'idées nouvelles. L'un d'eux est ce que l'on appelle la pensée divergente, cette capacité à explorer de multiples solutions possibles à un problème, à s'éloigner des chemins conventionnels de pensée. La pensée divergente est favorisée par un état de détente mentale, par une certaine distance par rapport au problème, par des moments où l'on cesse de chercher activement une solution. C'est pourquoi les idées créatives surgissent souvent dans des moments inattendus, sous la douche, en marchant, juste avant de s'endormir, lorsque notre esprit est dans un état de vagabondage détendu, plutôt que dans un état de concentration intense. Cette découverte a des implications importantes pour la façon dont nous organisons notre vie et notre travail. Dans une culture qui valorise la productivité constante, l'occupation perpétuelle, nous pouvons négliger l'importance des moments de repos, de rêverie, d'apparente oisiveté, qui sont en réalité essentiels au fonctionnement créatif du cerveau. Les pauses, les moments de détente, les activités qui permettent à notre esprit de vagabonder librement ne sont pas des luxes ou des pertes de temps, ce sont des conditions nécessaires à l'émergence de la créativité et à la résolution de problèmes complexes. Libérer le cerveau. Dans ce contexte, c'est aussi lui accorder le temps et l'espace dont il a besoin pour faire son travail de manière optimale, sans chercher à le forcer constamment dans un état de concentration maximale. La question de la signification et du sens est également centrale dans toute réflexion sur la libération du cerveau. Les êtres humains semblent avoir un besoin fondamental de sentir que leur vie a un sens, qu'elle s'inscrit dans quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, qu'elle contribue d'une manière ou d'une autre à un ordre signifiant. Ce besoin de sens n'est pas une simple construction culturelle ou philosophique, il semble avoir des racines profondes dans le fonctionnement de notre cerveau. Les recherches ont montré que les personnes qui ont le sentiment que leur vie est signifiante présentent des niveaux plus élevés de bien-être, de résilience et même de santé physique. Le sentiment de sens semble exercer un effet protecteur face au stress, à la dépression et aux difficultés de l'existence. La question de savoir d'où provient ce sens, comment il se construit, est complexe et ne peut être réduite à une explication purement neurobiologique. Mais ce que les neurosciences peuvent nous apprendre, c'est que le cerveau possède une tendance naturelle à chercher des patterns, des connexions, des significations dans le flux de l'expérience. Cette recherche de sens fait intervenir plusieurs régions cérébrales, notamment le cortex préfrontal médian et le cortex singulaire postérieur, qui sont aussi impliqués dans la pensée autoréférentielle et dans la construction de notre narratif identitaire. Lorsque nous trouvons du sens dans nos expériences, lorsque nous parvenons à les intégrer dans un récit cohérent de qui nous sommes et de ce qui compte pour nous, nous activons ces régions
et nous ressentons souvent un sentiment de satisfaction et de complétude. Libérer le cerveau dans cette dimension existentielle pourrait signifier s'autoriser à explorer ces questions de sens de manière ouverte et personnelle, sans se sentir contraint par des réponses toutes faites ou par des prescriptions externes. Cela pourrait signifier aussi accepter que le sens n'est pas quelque chose qui se découvre une fois pour toutes, mais plutôt quelque chose qui se construit et se reconstruit continuellement au fil de nos expériences, de nos relations, de nos engagements dans le monde. Cette construction de sens est un processus actif, créatif, qui engage l'ensemble de nos capacités cognitives et émotionnelles. En fin de compte, libérer notre cerveau est un projet qui n'a pas de terme définitif, pas de point d'arrivée où tout serait résolu et achevé. C'est plutôt un chemin continu de compréhension, de pratique et de transformation, un engagement à cultiver les conditions qui permettent à notre esprit de s'épanouir dans toute sa richesse et sa complexité. Ce chemin n'est pas linéaire, il comporte des avancées et des reculs, des moments de clarté et des moments d'obscurité, et c'est parfaitement naturel. Le cerveau n'est pas une machine que l'on peut optimiser selon des paramètres fixes, c'est un système vivant, dynamique, en constante interaction avec son environnement, avec le corps qui le porte, avec les autres cerveaux qui l'entourent. Cette perspective nous libère également de l'idée qu'il y aurait une façon unique et correcte de vivre, de penser, d'être au monde. Chaque cerveau est unique, façonné par une combinaison singulière de génétique, d'expérience, de culture, d'apprentissage. Ce qui libère un esprit peut en contraindre un autre. Ce qui apaise une personne peut en stimuler une autre. La sagesse consiste peut-être à apprendre à connaître notre propre esprit, à comprendre ses particularités, ses besoins, ses rythmes, et à créer les conditions qui lui permettent de fonctionner avec le plus de fluidité, de créativité et de bien-être possible. Dans cette exploration, la science nous offre des outils précieux, des cartographies du territoire mental, des compréhensions des mécanismes qui sous-tendent notre expérience. Mais elle ne peut pas, et ne devrait pas, se substituer à l'expérience directe, à la sagesse pratique qui émerge de l'attention portée à notre propre vie intérieure. Les neurosciences nous disent que la méditation transforme le cerveau, mais elles ne remplacent pas la pratique elle-même. Elles nous disent que le sommeil est essentiel, mais elles ne remplacent pas l'expérience réparatrice du repos. Elles nous disent que les relations sociales sont cruciales, mais elles ne remplacent pas la chaleur d'une présence aimante. Alors peut-être que libérer notre cerveau, au fond, c'est simplement revenir à ces vérités simples que nos ancêtres connaissaient intuitivement bien avant l'avènement des neurosciences, que nous avons besoin de repos et de mouvement, de solitude et de connexion, de routine et de nouveauté, de concentration et de rêverie, de comprendre et d'accepter, de nous engager et de lâcher prise. C'est reconnaître que nous portons en nous un univers d'une complexité vertigineuse, capable de pensées sublimes et de confusion, de joies profondes et de souffrances intenses, et que cet univers mérite d'être apprivoisé avec patience, curiosité et bienveillance. Et maintenant, alors que ces réflexions s'achèvent naturellement, comme une conversation qui arrive doucement à son terme sans qu'il soit besoin de la forcer, nous pouvons simplement rester dans cette présence tranquille, dans cette compréhension paisible que le cerveau que nous portons est déjà extraordinaire tel qu'il est, capable de merveilles, porteur de possibilités infinies, et qu'il continuera son œuvre patiente de croissance et de transformation. Que nous y prêtions attention ou non,
suivant sa propre sagesse ancienne, tissant constamment de nouvelles connexions, explorant de nouveaux chemins, se libérant progressivement de ce qui ne sert plus, s'ouvrant doucement à ce qui veut émerger, dans le mystère magnifique de l'existence consciente qui continue, instant après instant, respiration après respiration, pensée après pensée, maintenant et toujours, dans cette liberté simple et profonde d'être vivant, d'être conscient, d'être simplement ici, présent à ce moment unique qui ne reviendra jamais, ce moment parfait dans toute son imperfection, ce maintenant éternel où tout se passe, où tout se transforme, où la vie elle-même se déploie dans sa danse sans fin, et où nous pouvons enfin nous reposer, tranquillement, profondément, sachant que tout va bien, que tout a toujours été bien, que notre cerveau sait exactement ce qu'il fait, même quand nous ne le comprenons pas, et que nous pouvons lui faire confiance, nous détendre dans cette confiance, lâcher prise et simplement laisser être ce qui est. Dans la paix profonde de cette nuit qui nous accueille, nous enveloppe, nous berce doucement vers le sommeil ou vers le silence intérieur, vers cette liberté ultime qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans l'acceptation totale de ce moment présent, tel qu'il est, parfait dans son imperfection, complet dans son incomplétude, libre dans sa simplicité absolue.